Bonjour tout le monde, ici votre dévoué Maxime Miro pour la chaîne YouTube La réadaptation sans complexe. Aujourd'hui, je vous parle de fibromyalgie ou plutôt, je discute avec des chercheurs, des apprentis chercheurs, étudiants dans le monde de la réadaptation. Et ces étudiants-là, ils s'intéressent beaucoup à la fibromyalgie. Ils ont décidé d'en faire, c'est ça, leur recherche là-dedans et aussi une représentante du milieu patient. Je vais l'introduire tantôt, mais vous allez voir, elle est très impliquée dans le monde clinique et recherche pour les personnes qui ont des douleurs chroniques. Elle-même vit avec des douleurs chroniques et est représentante d'une association qui s'appelle l'Association de soutien et d'information de douleurs. C'est une association de patients qui ont des douleurs chroniques persistantes dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le diagnostic de la fibromyalgie, c'est pas toujours évident. Il y a plus de 1 million de personnes au Canada qui vivent avec ce diagnostic-là. Et on estime que mondialement, c'est environ de 2 à 8 Je fais cet enregistrement-là après l'entrevue et je me rends compte que les données que moi j'avais ont déjà changé. Donc, prenez l'information que je vous donne avec un grain de sel. Mais ce que j'ai vu, c'est que c'est ça, c'est principalement des femmes qui vivent avec ça. On parle de 80 à 90. Mais vous allez voir tantôt, là, on dirait qu'on commence à avoir un changement de tendance. Donc, dans tout l'effort qu'on essaie de faire ici à la réadaptation sans complexe, c'est-à-dire d'éduquer le public en général, de faire de la sensibilisation, de déstigmatiser et de parler des éléments un petit peu tabous de manière décomplexée, ben, j'ai invité ces personnes-là à discuter avec nous aujourd'hui. Et puis, vous allez voir, ils sont super intéressants, super pertinents. J'aurais aimé ça les avoir un petit peu plus longtemps. On a juste effleuré le sujet tant qu'à moi, même si on s'est parlé presque 2 heures de temps. Et puis, mais ça reste très pertinent. Et puis, qui sait, peut-être qu'on va les revoir. Mais sans plus tarder, à la réadaptation sans complexe, voici la capsule sur la fibromyalgie. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Maxime Miro. Je suis ergothérapeute et passionné de vulgarisation scientifique. Avec moi, j'ai 3 invités qui sont aussi soit apprentis chercheurs, soit cliniciens, soit dans tous les sens là, impliqués dans le monde de la douleur. Et puis dans toutes les initiatives de vulgarisation scientifique, plus spécifiquement pour la douleur. On a André Despelteaux, Marie-Dominique Poirier et Émeric. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai fait la petite introduction toute seule, mais à noter que de proche et de loin, j'ai travaillé avec ces 3 personnes-là. Donc, Andrea, de manière passée, est toujours présente à travers le RQECD, le Réseau québécois des étudiants-chercheurs sur la douleur. Ça fait long, mais ça vaut la peine. On est impliqué beaucoup avec le Pain Talks. D'ailleurs, elle était conférencière là-bas. On va mettre ses liens de vidéo en dessous de la description. Même chose pour Émeric, tu as fait le Pain Talk en 2018. Dans ce temps-là, je pense que tu étais au bac sciences. Je ne vais pas me tromper, là. Bac en sciences biomédicales à l'Université Laval. Et puis, tu t'intéressais beaucoup là, à la fibromyalgie. C'est-tu toujours quelque chose que tu t'intéresses à ce jour? Pas quelque chose qui m'intéresse, mais je suis plus impliqué en recherche à cause de contraintes de temps pour l'instant. OK, c'est ça. Comment le projet est en pause. Le projet est en pause, donc tu t'es réimpliqué plus dans l'aspect clinique, mais ça reste toujours quelque chose qui reste en arrêt de la tête là, pour une Exactement. implication éventuelle en recherche pour la fibromyalgie. C'est toujours un intérêt que tu as. Mhm. OK. Puis sinon, juste pour le fun comme ça, dans tes stages en physiothérapie et compagnie, as-tu vu des personnes qui vivaient avec la fibromyalgie ou des douleurs persistantes? Je te dirais que surtout à l'hôpital, on voit toutes sortes de clientèle, mais souvent, mettons dans les classes de femmes d'un certain âge, ben, on a souvent la fibromyalgie comme condition associée ou au moins suspectée. OK. Puis, mettons hors stage, en ce moment, je travaille à la Régie des Rentes. OK. Et c'est beaucoup de dossiers, je dirais beaucoup de dossiers fibromyalgie. Pas un sur deux, mais on est presque à un sur deux là dans ce que je vois.
OK, OK, OK. Donc, on peut voir là, que tu as quand même un lien assez étroit. On va vous demander tantôt, nos deux cliniciens, là, de nous en parler peut-être plus en détail, mais on va se garder cette joie-là pour plus tard. Et puis sinon, on a Marie-Dominique qui est présidente de l'ACID, l'Association de soutien et d'information sur la douleur. C'est une association très, très dynamique dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, merci beaucoup, Marie-Dominique. Marie-Dominique et moi qui avons déjà participé à des projets de missions de radio. Elles aussi, on va les mettre dans la description. Là, vous allez voir, c'est super pertinent là, ce qu'elle est capable de nous discuter. Dans votre association, Marie-Dominique, il y a beaucoup de personnes qui ont la fibromyalgie? Combien, je pourrais pas le dire, mais il y en a beaucoup. Puis même si on n'a pas de fibromyalgie, vivre avec la douleur, c'est un petit contrat dans notre vie. Fait que je pense que ce qu'on va discuter aujourd'hui va servir aussi aux gens qui vivent avec la douleur, quelle que soit leur douleur. Encore, hein, toujours, vous trouvez toujours les très bons, les meilleurs mots, c'est très pertinent. On sait que de plus en plus, là, la science qu'elle nous indique, c'est qu'il y a des mécanismes là, qui sont similaires dans différentes formes de fibromyalgie, pardonnez-moi, de douleur chronique, dont la fibromyalgie, notamment là, des changements au niveau central là, et au niveau des neurones. Là. On va en parler un petit peu plus tôt. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que même s'il y a encore beaucoup de challenges au niveau des traitements, de l'évaluation, de tout le stigma qu'on peut retrouver autour de la fibromyalgie, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives, on voit qu'il y a beaucoup d'activités, là, si c'est pas dans des regroupements de patients, que les cliniciens s'intéressent et qu'il y a aussi de la recherche qui peut être faite là-dessus. Je vais me retourner vers Andrea. J'ai une question pour toi. Quand on parle de fibromyalgie, par quel bout qu'on pourrait commencer à en parler? Ben, c'est sûr que parler des symptômes un peu qui peuvent arriver, puis du diagnostic. Euh, les symptômes, là, on parle beaucoup de douleur. C'est sûr que c'est le principal symptôme que les gens vont avoir. Ça va être des douleurs diffuses. Donc, ça va être pas juste une douleur, disons, au genou ou dans le dos. Les gens qui ont de la fibromyalgie, ça va être de la douleur à plusieurs régions différentes du corps, autant dans le haut du corps qu'au bas du corps. Puis, par contre, la différence avec les autres douleurs chroniques, c'est qu'il y a beaucoup de symptômes connexes. En cas de fibromyalgie, là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir des troubles du sommeil, de la fatigue chronique. Il peut y avoir aussi, au cours de leur parcours de soins, des troubles de l'humeur, puis d'autres manifestations, que ce soit des douleurs à d'autres endroits en lien avec les menstruations, par exemple. Puis il va y avoir également, pour une bonne proportion des personnes, des difficultés plus au niveau cognitif. Fait, quand on parle d'attention, de mémoire, d'orientation. Donc, souvent, il va y avoir des patientes qui vont me dire plus la lecture, ben là, j'ai de la misère à lire plusieurs pages, il faut que je recommence mes pages parce que je suis plus mélangée, j'ai moins d'attention à certains moments. Là. On parle de fibrofog là, en anglais, là. Brouillard fibromyalgique en français. Ça fait partie des symptômes aussi qu'on va retrouver en fibromyalgie. Puis, je ne sais pas si tu voulais détailler plus par rapport au diagnostic ou comment Ben la non, mais douleur c'est arrive. ce que tu nous mentionnes, c'est super intéressant. Puis une autre chose intéressante, tu as parlé de menstruation plus tôt. J'imagine que ça va en lien avec le fait que c'est surtout une condition qui concerne les femmes. Hein. On parle corrigez-moi si je me trompe, mais mes petites recherches ont mené que c'est 80 à 90% des diagnostics sont reliés aux femmes, mais pas que. Je sais pas si, Émeric, tu as un mot à dire là-dessus. Est-ce que tu as déjà rencontré des hommes qui ont qui ont la fibromyalgie? Puis est-ce que, en plus du stigma de la fibromyalgie, ils ont un autre stigma que c'est une condition féminine? Est-ce que tu as déjà remarqué quelque chose dans ce sens-là? Moi, des patients masculins, j'en ai jamais vu. Ok. Mais les études, en tout cas, de ce que j'ai vu récemment, c'était plus ont été rendues autour du 2 pour 1. La raison première, c'est que les premiers critères de fibro se basaient sur le nombre de points de douleur. Sauf on a quand même trouvé que les hommes avaient moins de points de douleur que les femmes, mais avaient quand même un diagnostic de fibromyalgie. Donc, vu qu'on était vraiment juste basé sur le nombre de points de douleur, ben, on excluait beaucoup d'hommes qui avaient la fibromyalgie. Donc, maintenant que les critères ont été corrigés, puis c'était même recorrigé en 2019, là, on a plus d'hommes qui sont impliqués. Là. OK, donc intéressant qu'on peut réaliser que le fait que on essaie de cadrer le diagnostic avec des critères, mais que finalement, ces critères-là vont peut-être exclure des personnes
qui pourraient bénéficier d'avoir le diagnostic, puis bénéficier finalement des services qui sont rattachés. Donc là, c'est sûr que, tu sais, on parlait tantôt, j'imagine, de toute l'avalanche de symptômes on va dire, d'effets sur la vie de tous les jours. En plus de ça, si on a des défis, on va dire, organisationnels, ça peut encore rajouter sur le fardeau que cette condition-là a. Andrea, donc, tu as parlé tantôt, là, finalement, de l'impact sur la vie, sur les éléments significatifs de ces personnes-là. Toi, en tant qu'ergothérapeute, c'est quoi les choses que tu vois plus souvent? Puis c'est quoi, par exemple, un outil d'intervention que tu trouves intéressant à utiliser pour cette population-là? Ben d'abord, peut-être pour faire une petite parenthèse sur le diagnostic, souvent c'est long là, avant que les patients aient un diagnostic. Fait que nous, avant qu'on les voit, des fois, ça fait déjà longtemps qu'ils vivent avec plusieurs symptômes sans trop savoir qu'est-ce que c'est, puis tout ça, là. Comme Émeric disait, les critères ont été révisés beaucoup de fois, contrairement à d'autres maladies où tu sais, on fait une prise de sang puis on sait depuis longtemps que s'il y a tel niveau, ben, c'est exactement cette maladie-là. Alors que pour la fibro, ça a changé beaucoup le diagnostic à travers les années. Fait que pour les cliniciens, c'est pas nécessairement facile de déterminer que c'est la fibromyalgie. Puis les questionnaires étaient beaucoup utilisés en recherche là, avec les critères diagnostiques, alors que dans l'algorithme de fibro, on privilégie plutôt tu sais, l'examen physique avec les questionnaires. Donc, tu sais, d'avoir une analyse vraiment globale, puis pas juste se baser sur les questionnaires. Mais moi, ce que je vois, c'est assez varié là, en clinique, c'est-à-dire que j'ai pas énormément de patients qui sont encore au travail, mais les symptômes vont avoir des impacts dans les activités qui les intéressent, que ce soit de s'occuper de leurs enfants, de faire à manger, de participer à des activités de loisirs, que ce soit d'aller souper avec des amis ou de s'intégrer à un groupe, là. Donc, ça peut toucher vraiment un petit peu de tout, là. Donc, c'est sûr que moi, je me situe en contexte de troisième ligne, là. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec le système de la santé, je suis comme au bout, là. Fait que les gens, ils ont vu leur médecin, ils ont vu des spécialistes pour préciser leur diagnostic et tout ça. Puis quand ils arrivent à nous, ben, c'est plus les aider à apprendre à vivre avec la condition, là. Donc, on va regarder avec eux un petit peu à ce qu'ils apprennent à comprendre leurs symptômes, bien identifier moi, en ergo, c'est des activités beaucoup, là. Donc, quelles activités vont avoir quels effets sur leurs symptômes, mais aussi sur leur qualité de vie, puis de peser les pour et les contre de ces activités-là pour faire des bons choix. Puis d'apprendre aussi à prendre le contrôle sur les choses qui peuvent avoir du contrôle. Souvent, les symptômes, ça va survenir un petit peu au hasard, mais ils ont quand même le contrôle sur les activités qu'ils décident de faire, puis comment ils vont les réaliser en termes de quel matériel ils vont utiliser, quelle intensité ils vont mettre dans une activité, le nombre de temps qu'ils vont y consacrer, le moment de la journée qui est choisi. Fait qu'on fait un peu des essais-erreurs avec eux à ce niveau-là. Puis sinon, Andrea, oui, t'as fermé ton son. ou sinon, des stratégies plus concrètes qu'on peut regarder avec eux, mais ça peut aller de l'adaptation d'un poste de travail à des stratégies plus comme la relaxation. Donc, c'est assez variable d'un client à l'autre selon qu'est-ce que eux désirent travailler pour avoir une vie plus agréable selon leurs préférences, là. OK, super intéressant, merci. Marie-Dominique, je m'en viens vers toi, mais avant, j'aimerais quand même entendre Émeric là-dessus parce que j'ai regardé les thématiques de tes études en recherche que tu avais faites et c'était beaucoup au niveau des avancées technologiques en lien avec des stimulations non invasives. Est-ce qu'on peut penser qu'en physiothérapie ou dans une autre profession, en réadaptation, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser bientôt, des techniques de stimulation non invasive? Je dirais que c'est encore compliqué. Même en ce moment, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y a 2 ans, il y avait un projet pilote au CHUL, donc, à Québec, d'implanter la stimulation en clinique de la douleur. Mais c'était sur des clientèles syndrome douloureux régional complexe. Donc là, c'est à voir. Je sais pas, j'ai pas suivi la suite des choses, mais je sais que c'est quand même compliqué à cause des réglementations vis-à-vis de Santé Canada et tout ça, parce que ça a été autorisé pour certaines maladies comme la dépression. Mais pour ce qui est des douleurs, c'est pas encore approuvé, même si les évidences commencent à montrer que ça pourrait être une bonne alternative.
Oui, c'est aussi le sentiment que j'avais. Et dis-moi, c'était quelle sorte de stimulation? C'était la stimulation transcrânienne magnétique ou c'était... Magnétique, c'est ça, ouais. Ok, Donc, non génial. invasif, qui cause pas de douleur. Ok, génial. Donc c'est ça, c'est aussi l'information que j'avais, mais je me suis dit que j'allais demander aux pros en la matière. Je vais essayer de mettre des références là, up-to-date dans la description vidéo. Mais je te remercie beaucoup pour ton input. Marie-Dominique, je viens vers toi maintenant. Est-ce qu'il y a des besoins, selon votre expertise puis les interactions que vous avez avec vos membres, des besoins spécifiques pour les populations qui ont des fibromyalgies? Qui ont de la fibromyalgie, pardonnez-moi, ou, comme vous l'avez dit plus tôt, la douleur, c'est quand même un dénominateur commun, puis on pourrait avoir quand même une sorte d'approche commune. Je pense qu'il y a un tronc commun qu'on doit garder. La douleur, c'est de la douleur. C'est plate, mais c'est ça. Par contre, les patients avec de la fibro, moi, ceux que je vois souvent sont plus jeunes. C'est des mamans avec des enfants, c'est des gens qui seraient encore au travail, contrairement à la clientèle, nous, en association de douleur, qui est une clientèle, on va dire, plus de 45-50 ans. Fait que je pense que les problématiques sont plus difficiles quand tu es plus jeune, quand tu es en début de carrière, quand tu as plein de choses à t'occuper. Puis il y a le fait que la fibromyalgie va rester encore, à mon grand désespoir, probablement quelques années, une maladie qui est comme emplie de préjugés, puis que tu veux pas avoir, puis qui est difficile à vendre comme maladie parce que tu as l'air de rien avoir, tu es jeune, tu es supposé être en forme. Donc, c'est plus difficile, je crois, pour les gens qui ont de la fibro. OK, intéressant. Puis ça me fait penser à une question, puis vous pouvez toutes rentrer là-dedans. Est-ce que les personnes qui ont un diagnostic de fibromyalgie ils ont de la difficulté à l'employabilité? Est-ce que c'est un stigma par rapport à l'employeur d'engager quelqu'un que la fibro? Peut-être que vous n'avez pas la réponse à ça, puis c'est correct de le dire, là. Émeric, je vois que tu as enlevé ton micro. Ouais. Ben, j'ai pas la réponse. Je sais même pas si c'est des études qui ont été faites. Mais tu sais, de toute façon, déjà, le fait de demander c'est quoi les maladies avant un entretien d'embauche, ça se fera pas. Mais c'est sûr que si on a un employé qui prend beaucoup de congés maladie, malgré lui, il y a pas de billet du médecin pour trouver sa maladie, ça va être un problème à long terme avec l'employeur. Donc, ça va probablement générer des conflits qui vont mener à, peut-être pas un licenciement, mais une démission de la personne qui sera juste capable d'endurer ça, parce que on sait que la condition psychologique va vraiment affecter les douleurs. Ça va être un cercle vicieux, là, au final, selon OK. moi. OK, merci pour l'input. Puis juste pour mettre de l'eau au moulin, je ne sais pas si vous avez des connaissances, tu sais, soit anecdotiques comme clinicien ou même empiriques au niveau scientifique, s'il y a un stigma aussi, tu sais, entre collègues pour les personnes qui ont des fibromyalgies, là. Je sais qu'André, je lance ça comme ça ici pour amener de l'eau au moulin comme question, mais je sais pas si André, tu voulais déjà répondre à ma question précédente, là. Ouais, ben moi, par rapport au travail, j'ai pas vraiment de données, mais je sais que j'ai quand même quelques patients qui avaient des situations un peu litigieuses pour faire reconnaître leur invalidité, là. Disons qu'il y a eu plusieurs essais qui ont été faits pour modifier la façon de travailler, le matériel, tout ça, puis ça fonctionnait quand même pas. Nous, c'est pas vraiment notre mandat à la clinique de gérer le travail, là. Souvent, c'est fait plus en amont, mais j'ai des patients que nous, on voit pour autre chose, puis qui sont encore dans des problématiques à faire reconnaître leur invalidité par leur employeur. Fait que, tu sais, ça peut être des barrières pour la réadaptation aussi, parce que si les dossiers sont pas réglés, ben là, la personne ne veut pas avoir l'air de faire trop d'activités puis d'être capable de faire trop de choses, parce que là, si c'est ça, pourquoi elle travaille pas, alors que c'est pas parce qu'on est capable de souper avec un ami qu'on est capable de travailler 30 heures semaine à l'ordinateur, là. Mais moi, niveau anecdotique, c'est plus ça que je vois à l'étape où je me situe. Mais sinon, tu sais, c'est sûr qu'autant dans la famille que dans même les professionnels de la santé, moi, souvent, quand je dis que je travaille avec les gens qui ont la fibro, soit c'est des patients difficiles, soit c'est des patients, des fois, chialeux, fait que, tu sais, je pense que souvent, quand on trouve qu'un patient est pas facile, c'est parce que nous, on n'a pas les outils pour l'aider comme il faut, puis ça nous challenge à un certain point, là, comme professionnel. Mais ce que je remarque, c'est que, tu sais, en fibromyalgie, c'est autant de la santé physique que de la santé mentale. Fait que je pense que pour les professionnels qui sont très dans la santé physique, ben, il y a des enjeux des fois qui ont plus de difficultés à aborder, puis même chose de l'autre côté pour la santé mentale, ben, les composantes physiques peuvent être un peu plus difficiles, là, mais ça reste que c'est des patients qui ont des besoins à différents niveaux. Fait que je trouve que d'être en équipe puis de mettre plusieurs approches ensemble, c'est ça qui est le plus aidant, mais c'est des gens qui sont souvent pas crus. Beaucoup de patients, ça peut être par leur entourage, par les professionnels qu'ils ont rencontrés. Fait que, tu sais, ça aussi, ça peut jouer sur leur prise en charge, apporter des délais.
Fait que je trouve ça quand même dommage à ce niveau-là, mais je pense que ça s'améliore quand même. Super. Ben, j'ai plein de choses. J'ai pris des petites notes pendant que tu parlais parce que je trouvais que tu avais trois gros morceaux. Mais j'ai vu que Marie-Dominique avait enlevé son micro, fait que je te laisse la parole avant de rebondir sur ton intervention, Andrea. Je rebondis moi aussi sur Andrea, parce que la fibromyalgie, contrairement à d'autres types de douleurs, ça fluctue. Donc, ça se peut que tu aies une période où ça va bien et tu es capable de travailler plus. Mais ça se peut aussi que demain, tu sois plus capable de travailler. Fait que c'est une difficulté pour l'employeur. Mais c'est aussi une difficulté pour la personne parce qu'en général, dans la vie, on veut être efficace, on veut compter dans la société. Fait que c'est difficile de se battre entre soi-même, son corps, puis ce qu'on veut faire, puis le fait que ça soit jamais pareil. Fait que je pense que pour les gens, puis c'est souvent des gens plus jeunes aussi, la fibromyalgie, si je me souviens bien, mais c'est plus difficile quand tu es en début de carrière et que tu as plein d'obligations de prendre le temps d'être sur le dos parce que tu as mal. Très, très, très pertinent, là. Ce que je retiens de ton intervention, c'est la phrase, ou en tout cas l'expression qui va ressembler à ça, hein. On veut être utile, on veut être pertinent. Je pense que c'est inhérent en tout le monde, hein. On veut être capable de travailler, de se sentir utile pour sa famille, pour la communauté. Et puis j'imagine que on n'est peut-être pas, tu sais, on a l'énergie, mais le système fait en sorte qu'on n'est pas capable de s'émanciper là-dedans, mais que ça peut peut-être justement venir peser sur qu'est-ce qu'André nous parlait plus tôt, un peu la santé mentale là, de l'individu, là. Andrea, je vois que tu as ton micro enlevé, là. Je te laisse rebondir Ouais, là-dessus. ben, je trouve ça intéressant qu'est-ce que Marie-Dominique dit parce que ça arrive souvent que les gens, c'est des choix difficiles à faire de si je travaille, mais j'arrive chez nous, puis toute la soirée, je suis couchée, puis je passe pas de temps avec ma famille. Tu sais, ça vient des choix quand même déchirants à faire, là, puis de la précieuse énergie qu'ils ont, ben, il faut choisir où ils la mettent. Est-ce qu'ils la mettent sur eux? Est-ce qu'ils la mettent sur les autres? D'avoir un équilibre à travers tout ça, c'est des choix qui peuvent être difficiles à faire, là, puis c'est pour ça que ça peut apporter aussi de la culpabilité à travers tout ça, là. OK. On parlerait plutôt de culpabilité, de souffrance des deux. Je veux pas tu sais, mélanger les termes, là. Ça serait vraiment de la culpabilité là, à ce moment-là, là. C'est ça? Ben, ça dépend des gens. Tout le monde le vit d'une façon. Il y en a qui sont choqués de ne pas être capable de tout faire. Il y en a qui se sentent mal. Tu sais, c'est dur à dire. Je le vis pas personnellement, là, mais tu sais, je pense que ça varie d'une personne à l'autre. Mais j'ai quand même souvent des patients qui trouvent que ils ont l'impression ils en font pas assez, alors que avec les capacités qu'ils ont, ils en font pas mal plus que ce qui est possible des fois, là. Fait que, hmm. Je comprends. Émeric, t'avais enlevé ton micro. Ouais, c'est ça, exactement. J'allais juste rajouter sur la première intervention d'Andrea, euh, on parlait de stigmatisation. Je te dirais que même au niveau systémique, on en voit encore, mais on a déjà eu mention par un certain professeur de fibromyalgie. Et je te dirais que la phrase qui m'avait vraiment choqué, parce qu'à cette époque-là, moi, j'avais déjà fini mon baccalauréat en sciences médicales, donc j'étais déjà pas mal impliqué dans la fibro. C'était c'était un médecin qui me donnait un cours, qui me disait, moi, ce diagnostic-là, je le donne juste quand j'ai plus rien d'autre. Ah ben ouais. Donc, mais tu sais, le problème, c'est que c'était à l'université, là, c'est dans un cadre académique, donc les études ont changé depuis, puis on dirait que les études ne se rendent pas jusqu'à la clinique, hein. Pas toujours du monde. Mais juste pour clarifier, parce que à ma connaissance, la fibromyalgie, c'est un diagnostic différentiel, hein, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir exclure beaucoup de choses avant de donner le diagnostic. Est-ce que lui, il disait ça dans ce sens-là ou il disait ça dans un autre sens, juste pour clarifier un peu les propos, là? Mais là, il faudrait juste, André, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que c'est plus supposé être un diagnostic différentiel maintenant qu'on a des critères plus clairs. Moi, dans les dernières études que j'avais vues, mais c'est des dernières études étant il y a 2 ans, c'était que c'est un diagnostic où, justement, avec le questionnaire et plusieurs symptômes, on essaie de donner comme le plus rapidement possible pour enclencher le processus de prise en charge de la personne. Parce que, comme disait Andrea, euh, du moment où on a les symptômes jusqu'au diagnostic, là, ça peut prendre jusqu'à 5-6 ans, hein. C'est pas une question que la personne attend, c'est que la personne est dans le système médical pendant 5-6 ans à attendre un diagnostic. Donc, les critères aujourd'hui seraient plus, il me semble, seraient plus vers un diagnostic direct plutôt qu'un diagnostic d'exclusion, même si il faudrait quand même exclure certaines pathologies qui peuvent ressembler. Mais ça s'explique plus facilement avec des biomarqueurs. OK. Intéressant comme propos, là. Je vais aller creuser ça un peu, là. Ça m'intéresse Ouais, parce que. ben, Vas-y, Andrea, ah, excuse-moi. ben, tu pourras peut-être regarder, là. Moi, c'est sûr qu'au niveau diagnostic,
qu'est-ce qu'il y a dans les écrits, là, c'est moins moi qui le pose, là, mais ma collègue à la clinique, Dr Clément, elle avait fait un petit bout de conférence qui était gratuit en ligne, puis tu sais, elle expliquait quand même, il y a quand même certaines maladies qui peuvent être un peu confondantes avec la fibro, pour lesquelles des fois, les médecins sont encouragés à faire certains tests, là. Je pense, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, où il y a un indicateur, je me rappelle pas si c'est par prise de sang, là, c'est moins ma tasse de thé, là, mais tu sais, elle expliquait bien tu sais, les différents marqueurs qui sont observés et tout ça. Puis je pense qu'il y en est question un peu dans l'algorithme aussi, là. Mais l'algorithme de Fibro pour les professionnels qui sont pas sûrs là, de à peu près par quoi commencer puis quoi faire, là, c'est vraiment un bon guide parce que juste les questionnaires dans les articles, c'était beaucoup voué à la science. Puis c'est pas nécessairement un clé en main pour la clinique, dans le sens où il faut quand même faire un examen physique, il faut quand même faire une analyse. Fait qu'avec l'algorithme, il y a vraiment plusieurs points à considérer qui orientent les gens qui voudraient, ben, qui pourraient poser un diagnostic, pas juste qui voudraient, là, mais des médecins qui pourraient le poser, mais qui savent pas trop comment s'y prendre, là, parce que ça prend pas nécessairement un médecin spécialiste, mais il y a quand même des choses à regarder qui sont importantes, là. OK, intéressant. En amont de l'entrevue, j'avais justement sorti l'algorithme, là, je l'avais mis dans le petit, les petits guidelines, excusez l'anglicisme, là, de l'entrevue. Fait que je vais m'assurer de le mettre en référence. Et puis, je suis juste curieux, la vidéo que tu fais référence, c'est celui de Dr Clément pour la Journée mondiale de fibromyalgie qui a été mis sur Il le est sur site de la... YouTube, je pourrais t'envoyer le lien, là. C'est gratuit, c'est en ligne, puis C'est celui de la SQD, là, qui a été fait, là, mettons, au mois de mai, là, c'était ça? ouais. Ok, ouais, je pense que je vois c'est lequel. Ah, ben c'est bien gentil, je vais m'assurer de le mettre celle-là aussi. On va reprendre où est-ce qu'on était, là. On est en train de parler un peu là, de justement le stigma que les personnes qui ont la fibromyalgie peuvent vivre. Donc, tu sais, des fois, il y a certaines personnes que, à cause qu'ils ont le diagnostic, on en parlait tantôt avec Andrea, que les cliniciens sont un petit peu, ah, ben là, personne fibromyalgie, je suis pas sûr, c'est du monde difficile, etc., etc. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. On va en parler tantôt dans notre section, les questions difficiles. Euh, donc, pour reprendre un petit peu où est-ce qu'on était, je sais pas, tu sais, on a parlé un peu des diagnostics, on a parlé un peu de qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un, ben, l'impact que la fibromyalgie peut avoir dans le quotidien de quelqu'un. Est-ce qu'on connaît des facteurs qui peuvent prédisposer une personne à avoir de la fibromyalgie? Première question. Et deuxième question, à avoir une fibromyalgie qui est très difficile de vivre avec, donc une fibromyalgie qui est plus handicapante. Je sais pas si tu aimerais commencer. Je te dirais que j'aurais de la misère à dire qu'il y a des facteurs prédisposants, parce que là, ce qu'on a, c'est des corrélations. C'est pas qu'on n'a pas de marqueurs spécifiques, on ne peut pas voir ce qui prédispose à. Mais tu sais, il y a quand même des bonnes corrélations entre des traumas répétés dans l'enfance et le développement de fibromyalgie plus tard. Donc, c'est une bonne corrélation qu'on a, mais de là à dire que d'avoir des traumas dans l'enfance, ça fait de la fibromyalgie, c'est pas vrai. C'est juste qu'il y a une bonne prévalence de personnes qui ont été, par exemple, des enfants maltraités, beaucoup. Il y a quand même un bon pourcentage de la population. Que ce soit pendant l'enfance, mais ça peut être aussi pendant l'âge adulte. J'ai un article justement qui parlait des militaires en service, qui avait une forte association entre les syndromes de stress post-traumatique et fibromyalgie. OK. Donc, tu sais, tout ce qui est trauma, que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte, là, trauma, ou ça peut être aussi des litiges tout court, là, répétés sur une longue période, hein, il y a quand même des bons facteurs prédisposants, mais c'est pas parce qu'on a eu ces traumas ou qu'on vit cette situation-là qu'on va avoir la fibromyalgie. C'est juste qu'il y a un lien, il y a un lien mathématique entre les deux. Ouais, je comprends. Et puis, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, autant que des fois, on pourrait avoir des préjugés envers les personnes qui ont la fibromyalgie, que finalement, ce qu'on comprend, c'est que ça peut, tu sais, c'est un peu potentiellement quelque chose qui est externe à notre contrôle. Donc, si c'est un combattant qui développe des troubles qui s'apparentent à la fibromyalgie ou la douleur chronique, ben, tu sais, on pourrait s'imaginer que le combattant, ben, c'est du monde qui sont forts, qui sont entraînés, mais qui peuvent quand même vivre avec des conditions de douleur chronique après. Donc, c'est vrai que je trouve ça intéressant de faire le parallèle, de dire que mais pourquoi qu'on aurait des préjugés, parce qu'il y a personne vraiment qui sont à,
à l'abri de ça, là, tu sais, de finalement, justement une condition ou un trauma qui va révéler ces failles-là. Puis quand je dis faille, entendez-moi bien, là, c'est plutôt la, 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 la manifestation physique hein, d'un trauma. C'est souvent ça, des fois, la douleur ou des troubles psychosomatiques, là. Donc, intéressant. Je sais pas si Andrea, tu aurais quelque chose à dire en lien avec ça, des facteurs qui pourraient prédisposer. On a parlé des femmes tu sais, qui étaient à plus grande prévalence, mais que là, on aurait tendance hein, à avoir un shift, si je peux utiliser l'expression en anglais, de paradigme, parce qu'apparemment qu'il y aurait peut-être plus d'hommes si on révise les critères. On parlait des difficultés, pas des difficultés, mais des historiques peut-être de trauma ou de micro-trauma. Y a-t-il d'autres choses qui peuvent précipiter peut-être une fibromyalgie plus handicapante, plus, c'est ça, avec un plus gros niveau de douleur ou un plus gros niveau de symptômes? Pour les niveaux, ça fluctue vraiment d'une personne à l'autre, là, puis même d'une personne à elle-même, ça va fluctuer au courant de sa vie souvent, là, fait que j'aurais de la misère à dire pour une plus ou moins grave, là. Mais je sais qu'il y avait aussi dans les facteurs prédisposants, il y avait eu quelques études qui s'étaient penchées plus sur la génétique, mais je pense pas que c'est encore une fois quelque chose qui est dans le béton, là, comme Émeric disait, je pense pas que c'est comme cause à effet, là, mais il y aurait peut-être des certaines corrélations à faire, là. Puis sinon, c'est plus par rapport à l'exacerbation des symptômes, là. Souvent, quand il va avoir une autre blessure qui va arriver ou un autre grand stress ou une période plus difficile, ben là, souvent, on va voir qu'il va y avoir une exacerbation des symptômes, là. Fait que de là, l'importance de bien traiter les conditions quand elles surviennent pour éviter que ça cause des pics dans les symptômes pour les personnes qui ont la fibro, là. Surtout au niveau de la douleur, on sait que c'est dû à des difficultés dans notre système de douleur. Fait que s'il y a une autre condition qui s'ajoute, disons que la personne a une fracture ou un accident, là, les gens qui ont la fibro, comme tout le monde, peuvent avoir toutes sortes de blessures ou conditions, là, donc de s'assurer qu'ils sont bien soulagés puis que c'est bien traité rapidement pour éviter que le système nerveux soit encore plus irrité puis que ça cause une autre augmentation, déjà qu'il y a déjà des choses à gérer, fait que si on peut éviter que ça empire à cause d'une autre condition, ben, d'agir rapidement, mais il n'y a pas d'autre chose qui me vient en tête à part ces petits points-là. OK. Émeric, je vois ton micro. Et je rebondirais sur quand tu parlais de génétique. En tant que tel, au niveau génétique, je suis pas tant au courant, mais je sais qu'il y a des hypothèses en ce moment sur l'épigénétique. L'épigénétique, rapidement, c'est la façon dont l'ADN s'enroule, c'est sa forme, la forme dans laquelle elle est stockée, comment il est stocké dans les cellules. On sait que c'est réversible, mais ça peut aussi être impacté par des facteurs de vie. Par exemple, une exposition, que ce soit à une toxine, je sais pas. Il y a des hypothèses qui diraient que justement, là, je confirme, j'ai pas lu, je me souviens plus de l'article exactement, mais que justement, il pourrait y avoir des changements génétiques là, au niveau de l'épigénétique au courant de la vie qui pourraient entraîner la fibromyalgie. Vu que c'est quelque chose de transmissible, ça pourrait être transmis. Là encore, c'est vraiment des grosses hypothèses. Puis je sais que j'avais vu ça à un congrès il y a 3-4 ans. C'était vraiment très, très nouveau. Donc, c'est une des hypothèses en ce moment qui est une hypothèse de recherche. Je trouve ça bien intéressant. Quand tu dis transmissible, c'est quoi tu veux dire? C'est qu'en fait, l'ADN va s'enrôler d'une certaine façon. Donc là, quand on parle d'épigénétique, on ne parle pas de changement génétique. C'est pas une mutation comme, mettons, un cancer. C'est vraiment juste la forme de l'ADN, comment il est stocké, ça va changer. Et ce serait transmissible dans le sens que il pourrait y avoir, par exemple, un gène qui serait éteint par un certain enroulement. Là encore, je suis pas spécialiste du tout là-dedans. Là, j'ai pas fait de recherche en génétique particulièrement, mais que cette forme d'ADN pourrait être transmise génétiquement à l'enfant. OK, OK. Ça, c'est quand même tout un sujet. Pour rebondir sur l'épigénétique, je pense que je comprends ce que tu veux dire. C'est par exemple quelqu'un qui vit une vie bien puis qui est pas nécessairement stressé. S'il vit un gros stress, par exemple, après, une forme de son épigénétique pourrait s'exprimer pour être quelqu'un d'un petit peu plus hyper vigilant et stressé de manière chronique par la suite. C'est ça que tu voulais dire. Encore une fois, ce sera vérifié. Là, je dirais pas que je suis Oui, spécialiste c'est là-dedans. sûr. C'est vraiment sûr, je vais aller vérifier ça. Mais oui, c'est ça. OK, intéressant, merci. Puis dans le fond, ben c'est ça là. Je voulais vous entendre. Est-ce que vous savez s'il y a des facteurs comme encore là dans la section plus facteurs aggravants? Est-ce qu'il y a des éléments au niveau que vous êtes
connaissant au niveau de la diète, du poids, c'est ça, on a parlé un petit peu tantôt de stress. Est-ce que vous savez s'il y a une composante plus comme, euh, c'est juste le terme en anglais qui me vient en tête, lifestyle, qui va venir influencer la fibromyalgie? Et puis si oui, comment que vous aborderez cette discussion-là avec votre client, votre collègue, votre membre? Tu sais, c'est quand on parle de diète, de poids, ça peut être un petit peu difficile. Je sais pas si Marie-Dominique, peut-être tu veux commencer. Mhm. C'est difficile le poids et la douleur, en général, parce que beaucoup de médicaments pour la douleur font qu'on prend un petit peu de poids, on est moins actif, on prend un petit peu de poids, on a moins le goût de bouger, ben on prend un petit peu de poids, puis là, après ça, on sait qu'il faudrait qu'on perde un petit peu de poids, mais c'est difficile parce qu'on est moins actif, puis on est porté à essayer plein de choses. Je sais qu'il y a plein de diètes qui ont circulé aussi, le sans gluten, le keto, puis tout le monde, ou presque, je connais qui vit avec la fibro, a fait des essais pour améliorer sa qualité et sa condition de vie. Mais c'est pas facile non plus parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie avec la fibro. Ouais. Donc, ça complique un peu les choses. Donc, autant qu'on pourrait peut-être avancer l'hypothèse que d'avoir du poids, c'est un facteur qui va contribuer à une plus grande douleur, mais qu'en contrepartie, à cause qu'on n'a pas assez d'énergie, à cause qu'il y a certains effets secondaires de médicaments qui vont faire en sorte qu'on va gagner du poids. Donc là, on est en train de trouver, ou en tout cas de jongler l'œuf ou la poule, autrement dit, c'est ça que vous êtes en train de me dire, là. OK, ben super intéressant. Je sais pas s'il y a mes deux cliniciens, un de vous deux qui aurait envie d'ajouter quelque chose. Je pourrais juste rebondir sur ce que disait Marie-Dominique. On parlait d'essais-erreurs. Je pense que c'est beaucoup ça aujourd'hui parce que la recherche en nutrition, là, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, c'est difficile. La nutrition en tant que telle, c'est pas comme une molécule qu'on veut tester. Là, ça a un impact plus global. Donc, c'est juste, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est direct l'essai-erreur parce qu'on n'a pas d'évidence aujourd'hui qui dit mangez pas de telle affaire parce que ça va augmenter vos douleurs. J'avais entendu une personne, c'était pas une personne fibromyalgique, mais qui avait des douleurs chroniques hautes, qui disait qu'elle a remarqué que quand elle prenait un dessert très sucré, ben, ça augmentait ses douleurs. J'avais d'autres personnes que c'était, par exemple, le gluten. Je pense que c'est quelque chose qui va être propre à chaque personne. C'est peut-être pas nécessairement lié à la pathologie en tant que telle, peut-être plus d'autres facteurs personnels. Donc, je pense que le point de décès-erreur de Marie-Dominique, c'est quand même un bon point, c'est quand même important. Mhm. Mais moi, ce que j'en tire de ça, c'est que finalement, c'est ça, il y a encore beaucoup de mécanismes qui vont faire qu'une personne ait plus de douleur ou moins de douleur qu'on comprend pas encore et que puis, tu sais, sans donner de conseils, il y a quand même un intérêt à dire, ben, tu sais, s'il y a une méthode qui vous fait plus du bien, ben peut-être en parler avec votre professionnel de la santé, savoir si cette méthode-là est bonne et s'il n'y a pas d'interaction néfaste ou potentielle avec d'autres, tu sais, des fois d'autres médicaments, là, tu sais, on veut pas encourager quelqu'un à faire une diète cétogénique alors que je sais pas moi, il y a certains médicaments qu'on va prendre qui vont vraiment venir influencer là-dessus. Mais je comprends que vos points, puis je trouve que c'est intéressant de l'amener de l'avant. Donc on comprend que c'est ça, là, hein, il y a encore beaucoup là, de facteurs qu'on comprend pas encore, mais c'est un petit peu pour ça là, qu'on a décidé de se rencontrer aujourd'hui. C'est pour en parler, émettre des pistes, donner des ressources fiables qui vont venir plus tard, ou en tout cas dans les commentaires suivant la vidéo. Euh, il reste quand même c'est ça, il reste encore beaucoup de choses à comprendre puis qu'il y a un certain mystère là-dessus. J'ai énuméré une série de questions ou d'énumérations un peu choquants que j'ai entendu, qu'on établit les quatre ensemble, qui étaient quand même qu'on pouvait entendre quand même souvent là, quand on parlait de fibromyalgie. Donc je vais dire le premier terme, puis tu sais là, allez-y, partagez-moi vos réflexions et ou vos connaissances là-dessus. La fibromyalgie, la douleur est dans la tête. Est-ce que vous pouvez réagir là-dessus? Marie-Dominique est déjà prête. Oh, Marie-Dominique, ça la fâche toujours. Parce que c'est vrai, la douleur, elle est dans la tête et dans le cerveau. Par contre, la douleur est dans le corps. Fait que quand tu es un patient et que tu te fais dire c'est dans votre tête, ben c'est pas ça que tu entends que la douleur est dans votre cerveau. Tu entends, c'est dans ta tête puis tu l'inventes, ta douleur. C'est pas vrai, c'est pas ça. Puis c'est important en tant que patient qu'on se le fasse dire aussi. Parce que peut-être que le clinicien, ça fait 50 fois, 150 fois qu'il le dit. Mais pour le patient, c'est la première fois qu'il se fait dire qu'il y a de la douleur, puis qu'il repart avec l'idée que c'est dans sa tête, puis qu'il l'invente, ben ça part mal une vie avec la douleur.
Super pertinent. Puis dans le fond, mes deux cliniciens, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire ça? Et où, ben en fait, si oui, comment vous l'avez bien nuancé? Ou comment vous l'avez dit de manière différente, Andrea? Moi, souvent, j'essaie d'expliquer un peu les différentes sortes de douleurs parce qu'après, ça va aider les gens à cibler quels outils ils vont utiliser pour se soulager. Mais moi, c'est plus à l'inverse, là, vu que je suis comme en fin de parcours, les gens ils ont vu beaucoup de personnes différentes. Fait que ça m'arrive souvent que j'ai quand même eu quelques patients, on dirait qu'ils doutaient eux-mêmes qu'ils avaient mal pour vrai, là. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même assez particulier, là, parce que tu sais, ils se disent, ben là, c'est-tu dans ma tête ou ça l'est pas? Parce qu'avec tout ce qu'ils ont reçu comme message ou même à propos de la fatigue, tu sais, je pourrais-tu me forcer? Serais-tu capable? Ben, êtes-vous capable? Vous l'avez essayé, puis vous faites de votre mieux, puis ça marche pas. Donc, il y a quelque chose à faire, tu sais. Fait que moi, c'est plus à l'inverse que ça me choquait dans le sens où des fois, les gens ils disent, ben, y a-t-il une partie qui est dans ma tête, mais vous avez mal, puis vous avez essayé, vous n'êtes pas capable de le faire, vous avez besoin d'aide. C'est ça qu'on travaille ensemble. Donc, oui, c'est réel, là. Fait que des fois, on dirait qu'à force de se faire dire que c'est pas trop sûr que ça existe pour vrai, on dirait que des fois, même les gens le vivent, puis ils sont pas sûrs qu'ils le vivent pour vrai, là. Fait que c'est plus à ce niveau-là, moi, que je trouvais ça un peu choquant, là, parce que ils le vivent, puis ils croient même pas. Fait que des fois, donc, Je trouve ça j'ai super trouvé ça assez intéressant, hein? spécial, là. Puis Ouais. souvent, nous, les premières rencontres, c'est beaucoup des échanges, discussions pour connaître un peu le quotidien en ergo et tout ça. Puis des fois, les gens sont plus contents d'avoir pu être écoutés, entendus, puis d'être avec des gens qui les croient. Des fois, ça fait déjà une grosse partie de l'intervention, puis aussi d'établir le lien, là. Donc, pour moi, c'est important. Je trouve ça quand même paradoxal finalement, hein, que à force de se faire dire cette fameuse phrase-là qui arrive en troisième ligne, qui arrive en fin de parcours dans ta clinique ou dans ton centre de gestion de douleur, puis finalement, ben, il s'est rendu qu'il y croit même plus, il pense vraiment que c'est eux qui se l'imaginent. C'est même un peu triste, là. C'est Marie-Dominique. c'est pas une majorité, là, mais ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui m'a dit, j'ai du mal pour vrai, coudon. Mais c'est pas une majorité, là, juste pour nuancer, là. Mais je pense que tout le monde qui vit avec la douleur se pose un jour la question, je suis fou. Hmm. Parce que la normalité, c'est d'avoir mal puis que ça parte. Nous, on a mal. Souvent, on ne sait même pas ou on ne sait même plus comment ça a commencé, mais la douleur est restée. Fait que tu finis par te poser des questions. Là, je l'ai-tu inventé, ma douleur? Parce que les gens autour de moi, ça passe, la douleur. Fait que tu te questionnes toi-même, puis la question des limites, on se la pose toujours aussi. Là. Tu sais, si je me force, je vais m'habituer. Peut-être, peut-être pas, ça dépend de chaque personne. Mais c'est une maladie qui touche beaucoup notre estime, la douleur, quelle que soit la douleur, fibro ou n'importe laquelle. Là. Donc, je pense que la fibromyalgie, moi, je trouve que c'est la pire parce que c'est celle qui a le plus de préjugés encore présentement. Quelqu'un qui a eu un accident et qui reste avec de la douleur, c'est parfait. On voit, il y a eu quelque chose. La fibrose, c'est vraiment invisible. Puis, je pense qu'il y a une grosse partie de la charge mentale qui vient sur ça aussi, puis qui doit, selon moi, augmenter la charge de la fibromyalgie pour la personne. Andrea, t'avais-tu l'intention de dire quelque chose là-dessus ou Oui, ben, j'ai Émeric a ouvert, puis il n'avait pas parlé, fait que je vais le laisser y aller. Ouais, ouais, c'est juste pour rebondir sur la douleur, c'est dans la tête. Là, moi aussi, j'avais la chance d'être dans un contexte qui était plus de recherche que clinique. Donc, j'avais les outils pour montrer que c'était dans la tête pour vrai, qui m'expliquaient que c'est pas parce que c'était dans la tête que c'était abstrait, que c'était psychologique, de montrer qu'il y avait vraiment on arrivait à avoir des mesures qui étaient vraiment différentes des individus normaux. Donc, oui, c'est dans la tête. Puis je pense que c'est une bonne chose d'expliquer à la personne, oui, c'est dans la tête, mais voici pourquoi, puis d'expliquer pourquoi, de mettre des termes là-dessus. Parce que c'est démontré que d'expliquer la douleur, d'expliquer les mécanismes de la douleur, ça normalise la chose chez les personnes, puis ça a tendance à aider dans le processus de peut-être pas de guérison dans le cadre de la fibromyalgie, mais au moins d'atténuation des symptômes. D'ailleurs, ça me fait penser à une intervention là, qui s'appelle le Pain Neuroscience Education, qui est finalement une intervention qui va dans ce sens-là, d'expliquer les processus modulateurs ou inhibiteurs de douleur. Je sais que ça a été beaucoup évalué pour les lombalgies puis les syndromes douloureux régionaux complexes. Je sais pas pour la fibromyalgie, mais je trouve ça intéressant que tu amènes ça. Andrea, tu avais un dernier truc à dire là-dessus? Ah, ben, ça faisait lien plus avec ce que Marie-Dominique disait par rapport au fardeau de est-ce que, tu sais, je pourrais en faire plus et tout ça, là. Moi, je compare souvent, je trouve que les gens, ils se tapent sur la tête des fois, mais dans le fond, moi, j'ai l'impression que c'est comme faire un voyage pack-sac tout seul ou faire un voyage pack-sac avec des enfants.
quand tu as la fibro, tu pars avec des enfants. Faut que tu prévois d'avance. Ça se peut, faut que tu fasses des pauses, même si ça te tente pas. Faut que tu aies des collations. Faut que, tu sais, fait que dans le fond, moi, je trouve qu'ils en font plus que nous autres parce que moi, tous les matins, j'ai à peu près la même énergie. Ça changera pas beaucoup dans la journée. Je me fais un plan, je le suis, puis tout va bien, en général. À moins de petits pépins, là, tandis que les gens qui ont des douleurs chroniques ou des conditions de santé, ben, ils en font plus que nous au niveau de la gymnastique cérébrale parce que c'est pas toujours la même énergie à chaque jour. C'est pas toujours les mêmes symptômes qui arrivent au même moment. Puis le plan, il doit toujours être réévalué puis modifié. Fait que moi, à l'inverse de la paresse, je trouve que leur vie, elle nécessite beaucoup plus de réflexion que moi qui pars pour ma journée puis je me pose pas trop de questions, je fais mes affaires. Fait que quand les gens ont tendance à sentir qu'ils sont pas bons ou qu'ils en font pas assez, ben moi je trouve qu'à l'inverse, ils en font pas mal avant Ben, même d'être partis. c'est intéressant ce que tu amènes, c'est que finalement, pour contrer l'argument que les personnes qui ont des douleurs chroniques ou qui ont le diagnostic de la fibromyalgie sont clairement pas paresseux parce qu'ils ont fait de la gymnastique, comme tu l'as dit, hein, j'ai trouvé ça intéressant, de la gymnastique cérébrale, peut-être beaucoup plus que le commun des mortels. Euh, j'ai envie de passer à une autre question difficile. Poser le diagnostic de fibromyalgie, c'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas si quelqu'un qui veut se lancer. Vas-y, Je disais Émeric. tantôt, moi, j'avais vu justement que justement, une étude disait que ça devrait être posé le plus vite possible, justement, pour prendre en charge ça le plus vite possible, parce qu'il faut que ce soit pris rapidement en charge pour éviter une dégradation aussi. Il faut que la personne, juste pour la personne, d'avoir un diagnostic. Tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir de l'erreur, que ça peut être modifié après, mais dès le début, tu donnes un diagnostic à la personne, c'est beaucoup plus concret. Puis les traitements aujourd'hui pour la fibromyalgie, là, peuvent être quand même, sont assez généraux pour beaucoup de douleurs neuropathiques en général. C'est des traitements qui sont assez généraux, puis c'est beaucoup axé sur la thérapie physique, des exercices, de l'entraînement et tout ça. Donc, je pense, d'après moi, c'est une bonne chose de donner le diagnostic, d'établir le diagnostic assez rapidement, puis de juste mettre un diagnostic sur ça. Même si c'est un diagnostic qui est stigmatisé aujourd'hui, au moins c'est un diagnostic, c'est pas une maladie orpheline qu'on connaît pas. On recherche pendant des années à l'hôpital. Donc, ton impression, là, pour reprendre tes mots, c'est d'avoir un diagnostic, c'est bien parce que ça donne accès finalement à des ressources, autrement dit. Andrea, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ben moi, il y a un point que il y a Guylaine Tanguay, là, qui est chanteuse, qui a la fibromyalgie, puis elle, à un moment donné, en portion de conférence, elle disait que ça avait eu, si on peut dire, un effet rassurant. Tu sais, elle avait des grosses, grosses douleurs, puis elle avait passé les tests et tout, puis quand ils ont dit que c'était la fibromyalgie, elle était soulagée que ce soit pas quelque chose de, tu sais, de plus grave. Fait que je pense que juste de savoir, tu sais, t'as plein de symptômes, tu sais pas trop, là, au moins quand tu sais ce que c'est, ben tu peux te situer par rapport juste, par exemple, les difficultés cognitives. Ben, est-ce que je commence à avoir à faire de l'Alzheimer ou ça peut faire partie de aussi mes douleurs et tout ça. Tu sais, je pense que ça peut avoir peut-être Marie-Dominique va pouvoir plus confirmer de son expérience, mais je pense que ça peut avoir un certain effet rassurant de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Ben, on le comprend, même si on comprend pas à 100% tout ce qui arrive, mais on peut quand même dire que qu'est-ce qui en fait partie, qu'est-ce qui en fait pas partie, puis savoir comment orienter le traitement aussi. C'est pas dégénératif, donc tu sais, comment on s'oriente par la suite aussi. OK, super intéressant. Tout à fait d'accord avec Andrea parce que je pense que de savoir ce qu'on a, ça nous donne une arme. On le sait, donc on peut agir. Ce que je trouve déplorable, c'est que souvent, on pense que c'est une maladie, c'est une condition. Une maladie, moi, dans ma tête de Madame Poirier, là, de patiente, ça a un début puis ça a une fin. Si j'ai la grippe, je suis malade, je sais que ça va finir puis ça va bien aller après ça. La douleur, la fibromyalgie, ben, ça a un début, on ne sait pas exactement quand, puis ça n'aura probablement pas de fin. Donc, si on dit que c'est une condition, on a plus de pouvoir aussi parce qu'il y a quelque chose que nous, on peut faire. On n'est plus passif en attendant que notre grippe passe assis sur notre divan pendant 7 jours. Là. Fait que d'avoir un diagnostic, ça rassure un peu comme Guylaine Tanguay. Puis après ça, ben là, tu sais que tu peux faire quelque chose. Super intéressant. Donc, dans le fond, tu sais, j'avais l'impression que tu amenais un peu la notion là, je sais pas c'est quoi en français, en anglais, c'est empowerment.
Hein, c'est quand on sent qu'on a un peu plus de contrôle sur notre condition, qu'on sait maintenant qu'est-ce qu'on a, donc on a un pouvoir sur la suite des choses, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à gérer la condition. J'allais presque dire maladie là. Ça m'amène à amener une autre question que j'ai déjà entendue. Pourquoi on me donne des antidépresseurs alors que j'ai mal? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Comment vous avez abordé ça? Vas-y, Andrea. Ben, nous, il y a quand même beaucoup de patients qui en prennent, là. C'est sûr que si jamais il y a la comorbidité de dépression ou d'anxiété, ça se peut qu'il y ait de la médication qui est associée à ça, mais généralement, aussi les antidépresseurs vont avoir un effet sur la douleur aussi, là. Donc, ça peut être pris dans les deux cas, puis souvent aussi euh, au niveau de la médication, tu sais, de prendre l'information soit auprès du médecin ou du pharmacien quand il y a quelque chose qui est prescrit, tu sais, de pas juste le gober, puis bon, ça m'a été donné, mais de poser des questions, de bien savoir pourquoi certaines molécules sont données, puis pas, ben, de poser des questions tout simplement quand les gens sont pas certains. Puis pour les professionnels, ça peut être de parler avec les médecins pharmaciens si vous n'êtes pas certain non plus, là. En réadaptation, moi, ça arrive souvent dans le dossier que je vois une liste de médicaments interminable, puis la moitié des noms, je sais pas nécessairement pourquoi. Fait que de pas hésiter, nous non plus, à poser des questions pour bien comprendre qu'est-ce que notre patient prend, puis lui aussi la même chose. Super. Rick? Un des problèmes des antidépresseurs en tant que tel, c'est que ceux qui sont utilisés pour, mettons, la fibromyalgie, je pense au Lyrica, ça va être utilisé comme le nom de la classe de molécules, ça va être antidépresseur ou un anxiolytique, par exemple. Sauf que c'est le nom de la molécule, mais c'est pas vraiment utilisé dans tout ce qui est dépression, anxiété. C'est des molécules qui sont vraiment spécifiquement utilisées pour des douleurs neuropathiques. Lyrica, c'est beaucoup plus pour des douleurs neuropathiques que pour de la dépression. C'est aussi une question de dosage. Le dosage pour traiter les douleurs chroniques est, je ne sais plus c'est quoi le taux, mais je pense que c'est 3 fois plus bas que le dosage pour la dépression. C'est quelque chose qui est expliqué aux patients aussi. Oui, on vous donne des antidépresseurs. Non, c'est pas pour la dépression, c'est que ces molécules-là ont aussi un effet sur la douleur chronique. Et le dosage qui est donné est significativement inférieur à celui pour la dépression. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, comme disait Andreas, c'est quelque chose qu'il faut demander, qui est peut-être aussi important de sensibiliser les professionnels et l'expliquer dès le début. Le médecin qui va prescrire la molécule, là, ce serait bon de lui expliquer directement au patient, plutôt que le patient pose des questions ou garde ses questions pour lui. Super, merci pour ton input. Marie-Dominique, tu avais quelque chose à ajouter? Ben oui, merci Amérique, parce que nous, on a beaucoup de patients qui téléphonent, de gens qui appellent à l'association puis qui disent, ben là, il m'a donné des antidépresseurs. Si tu penses que je vais prendre ça, j'ai assez de la douleur, moi je suis pas en dépression, blablabla. Mais si c'est expliqué tout de suite, il y a beaucoup plus de chances que la personne le prenne. Puis que si elle le prend, elle va le prendre de bon cœur en sachant pourquoi. Puis moi, je crois que si tu prends un médicament en étant convaincu que tu le prends pour la bonne raison, ça va mieux passer aussi. Mais si c'est écrit sur le pot de pilule dépression puis que ta voisine elle voit ça sur ton comptoir de cuisine, tu n'aimeras pas ça. Fait que tu vas être porté à essayer de cacher aussi un peu ce que tu prends parce que tu veux pas, en plus d'être associé, elle n'est pas peut-être à la fibromyalgie, puis là, j'ai vu, elle a un pot pour la dépression sur son comptoir. Fait que là, ça augmente un peu le stigma lié à la condition de santé aussi. Super, merci beaucoup pour ton input, Marie-Dominique. Plus on va parler de la fibro, moins les gens vont être coupables de vivre avec la fibro. Puis plus on va en parler, plus les gens qui vont appeler à Régie des rentes, ils ne seront pas désespérés puis ils vont être compris. Fait que moi, je pense que, avant ça, la dysfonction érectile, c'était pas un mot qu'on disait. Hein? Puis là, c'est rendu correct de le dire. Mais moi, je rêve qu'un jour, on puisse dire, je vis avec de la fibro, puis que la personne, elle va dire, oh mon Dieu, pauvre toi, comment tu fais pour que ça aille bien? Et non, oh non, tu l'as-tu inventé? Moi aussi, j'ai mal au dos. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça le nom de la chaîne, la réadaptation sans complexe, parce qu'on veut être capable de prendre les choses compliquées, de les rendre moins compliquées, et on veut en parler de manière décomplexée. Donc, tu me lances la balle là, pour que je sois capable de plugger mon slogan, mais tu as absolument raison là-dessus, Marie-Dominique, c'est vraiment ça le but, là. Puis, tu sais, on parle de la fibro, mais on parle de toutes les conditions de santé. Tu sais, on peut parler de douleur, on peut parler de dysfonction érectile, tu sais, name it. Tu sais, tu as dit ce mot-là, puis tu n'es pas mort. Il y a 20 ans, jamais tu aurais dit ce mot-là. Là. C'est vrai? Hey!
Ah Fait ben que, super. un jour, ça va être ça la fibro. On l'espère, puis on continue à mettre des efforts dans ce sens-là. J'ai une dernière question choquante, là. Je sais pas si vous l'avez vu dans la petite liste, là. Puis je sais pas si Aymeric, tu vas être capable de nous éclairer là-dessus, là, mais c'est quoi les différences qu'il y a entre l'approche thérapeutique que des thérapeutes pourraient avoir pour des personnes qui ont la fibromyalgie au Québec versus en France, ou la différence de comment c'est perçu? Est-ce que tu arrives à donner ton input là-dessus? Je vais être honnête, j'en ai vraiment aucune idée. C'est Je vrai, sais ok. sur beaucoup de sujets, les approches sont différentes, mais spécifiquement, j'ai pas vraiment d'idée sur ça. Ça marche. J'osais poser la question parce que, dans le fond, dans ton vidéo que tu as faite en 2018 sur la fibromyalgie lors des Pain Talks, il y avait beaucoup de réactions et il y avait beaucoup de commentaires d'Européens francophones qui commentaient et puis qui disaient justement là, comme quoi que c'était vécu peut-être différemment. Donc, c'est pour ça que je posais la question, là. Je ne sais pas si Andrea, tu avais quelque chose à dire là-dessus. Ben moi, en fait, là, je suis jamais allée en Europe. Fait que déjà là, c'est pas, je n'aurais pas une réponse là, mais il y a Violette Duval, c'est une personne avec qui je corresponds qui est en Europe. Puis elle, c'est une dame qui a la fibromyalgie. Puis elle est en train de travailler sur des capsules. Là. Elle a fait comme des expéditions, là, si on peut dire, où elle va marcher à travers certaines régions pour parler de la fibromyalgie, puis rencontrer des experts de la place, là. Moi, elle connaissait pas beaucoup ça, l'ergothérapie, quand j'y ai parlé. Je sais pas en Europe à quel point c'est développé versus, ça m'a quand même souvent parlé de kiné et tout ça. Et puis après, ben, entre physio et kinésiologue ici, puis en France, je sais pas exactement la différence. Mais elle va publier des capsules là, avec différents professionnels au niveau de la France à propos de la fibro. Ça s'appelle Mission Fibromyalgie, je pense. Là, puis ça va OK. sortir à l'automne. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, elle a comme une page Génial. Instagram, Facebook, je suis pas certaine, je pense que oui, là. Est-ce qu'elle a quelque chose au niveau de YouTube? Je serais intéressé Ben, elle à a un partager. premier comme le documentaire, si on, je sais pas si elle a appelé ça officiellement un documentaire, là, mais sur sa première expédition qu'elle a faite, il est sur YouTube gratuit. Fait que je sais pas si on écrit dans le moteur de recherche Violette Duval, fibromyalgie, expédition, quelque chose comme ça devrait être Je vais facile à faire ma petite trouver. recherche, Andrea, puis je vais le mettre dans nos ressources. Super, ben merci beaucoup de ce partage-là, c'est vraiment hot, là. Émeric, tu avais quelque chose à dire? Ouais, mais je trouve ça drôle parce que je correspondais aussi avec Violette. Tu sais, tu parlais de kinésiologue, c'est qu'en France, un physiothérapeute est appelé un kinésithérapeute. Ça peut être mêlant parfois, là, mais quand ils disent kiné, ils parlent de physio en Europe. Mais les approches sont pas exactement pareilles. Je connais pas assez les programmes, mais pour en suivre certains, c'est quand même très semblable à la physio. Par rapport aux commentaires là, qui sont sur la vidéo, c'est aussi qu'il y a quelque chose de bien populaire en Europe, beaucoup plus qu'ici, c'est toutes les thérapies alternatives, naturelles. Donc, c'est moi, justement, je regarde de temps en temps les commentaires parce que justement, le Pain Talk me demandait d'y répondre parce qu'il commençait à en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup que je peux pas répondre parce que c'est beaucoup de thérapies nouvelles ou naturelles qu'on ne connaît pas du tout. OK. Donc, Plus populaire qu'ici. en lien avec ton expérience, tu as l'impression que peut-être en Europe, ils sont beaucoup plus friands là, des thérapies alternatives et non conventionnelles là, que par Mhm. ici, par exemple, là. OK. Intéressant, intéressant. Écoutez, j'ai encore une liste très longue de sujets, de choses que je voulais aborder avec vous, mais ça fait déjà là, facile presque 1 heure et demie là, que je vous ai en ligne, et puis je sais que vous avez peut-être du pain sur la planche, pardonnez-moi, cet après-midi. Donc, je vais déjà arrêter là-dessus. Donc, je vous remercie infiniment là, pour votre temps puis votre partage d'expertise et d'expérience. C'était vraiment enrichissant. J'en ai appris. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent en ont appris aussi. Si jamais ça vous tente de publier là, dans les commentaires les éléments, les faits saillants sur cette discussion aujourd'hui. Et puis, si jamais il y a d'autres éléments sur lesquels vous voudrez qu'on élabore, par exemple, le sommeil, les modalités alternatives, la nutrition. Je sais que moi, avec une collègue, Cindy Gauthier, qui est physiothérapeute et docteur en réadaptation, on a fait une entrevue avec les aspects du microbiote, donc toutes les bactéries là, qui sont présentes dans le système digestif
et la fibromyalgie. C'était super intéressant. Je vais aussi le mettre en référence après la vidéo. Mais il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire pour la fibromyalgie. Je pense qu'aujourd'hui, on a effleuré un peu le sujet, mais c'est déjà bon pour lancer la balle. Donc encore un super gros merci. Et puis voilà, si on peut se laisser sur une petite note positive, on voit c'est très présent, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de questions encore qui demeurent sans réponse, mais qu'on voit, comme Andrea parlait plus tôt, il y avait la chanteuse québécoise country Guylaine Tanguay, qui est très impliquée et qui vit une bonne vie, je crois, malgré cette condition-là. On sait qu'il y a d'autres personnalités québécoises qui font la même chose et puis qu'à travers la fibromyalgie, à travers cette condition-là, on est quand même capable d'être productif et d'être nécessaire et utile pour ses proches et notre société, là. Donc le mot de la fin, c'est ça, courage pour toutes les personnes qui vivent avec la fibromyalgie. Et puis, on se dit à la prochaine. Et encore un gros merci là, à nos 3 invités, là, super pertinents, super intéressants. Parfait. Merci. Fait qu'un gros merci. Merci. Bonne Au journée. plaisir. Bye bye. Salut. Si vous avez aimé le contenu exploré lors de cette vidéo, on vous encourage à la chaîne YouTube La Réadaptation sans complexe à mettre un pouce et à aller vous abonner à la chaîne. Comme ça va vous permettre de voir tout le contenu exclusif lorsqu'il va sortir. En plus, ça nous aide au développement de l'initiative. Donc, on vous dit un gros merci et puis à tout bientôt. Salut!